Dans cette vidéo, nous avons étudié toute la grammaire du niveau 1.1 de manière simple et bien pratique. Je vous laisse le lien dans la description. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons travailler toute la grammaire du niveau 1.2, c'est-à-dire les articles partitifs, les verbes du troisième groupe, le futur proche, le passé récent, les pronoms possessifs, les verbes impersonnels, les adjectifs démonstratifs, le passé composé, venir de plus nom de pays, et enfin la différence entre le H muet et le H aspiré. Restez avec moi, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais j'adore le français, surtout la grammaire. Au petit déjeuner, je mange du pain, du fromage, de la confiture et je bois du thé. De la, du. Installez-vous bien, c'est une leçon intéressante. Dans cette vidéo, on a déjà appris les articles définis. Dans cette vidéo, on a déjà appris les articles indéfinis. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir les articles partitifs. L'article partitif exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est imprécise, indéterminable. Il désigne une petite quantité de quelque chose. En général, après ces verbes qui expriment la quantité, on utilise les articles partitifs. Prendre, manger, boire, acheter. Et maintenant, la formation des articles partitifs. Du plus nom masculin singulier. Je bois du café. Je mange du fromage. Je prends du lait. Café, fromage, lait. Ce sont les noms masculins singuliers. Donc, on utilise du. Je bois du café, c'est-à-dire une quantité indéterminable. De la plus nom féminin singulier. Je mange de la confiture. J'achète de la viande. Confiture, viande, ce sont les noms féminins singuliers. Donc, on doit dire de la confiture, de la viande. Des plus nom pluriel. Féminin ou masculin, peu importe. Des plus nom pluriel. Je prends des cerises. Combien de cerises? Peu importe. Je prends des cerises. C'est une quantité indéterminable et imprécise. Et enfin, on a de et l'apostrophe. C'est quand un mot singulier commence par une voyelle. Féminin ou masculin, peu importe. Avant les noms singuliers qui commencent par une voyelle, on utilise de et l'apostrophe. Par exemple, je bois de l'eau. Eau est un nom singulier qui commence par une voyelle. Donc, on doit dire de l'eau. Tu as de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Argent est un nom singulier qui commence par une voyelle. J'ai de l'argent. C'est une quantité imprécise. Comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 4. Numéro 1. Dans une phrase négative, tous les articles partitifs se transforment en de ou des apostrophes. Tu bois du café? Non, je ne bois pas de café. Vous voyez, du se transforme en de. Je ne bois pas de café. Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. De et l'apostrophe se transforme en des apostrophes. Le mot argent commence par une voyelle, donc on doit dire je n'ai pas d'argent. Des apostrophes. Numéro 2. L'article partitif s'utilise aussi avec les notions abstraites comme le courage, la chance, la patience. Il a du courage. Tu as de la chance.
Moi, je suis professeur et j'ai de la patience. Numéro 3. Après les mots qui expriment une certaine quantité, du, de la, des, de et l'apostrophe se transforment en de ou des apostrophes, comme par exemple beaucoup de pain, un peu d'eau. On ne doit pas dire un peu de l'eau, non. Un peu d'eau. 1 kilo de cerises, une assiette de riz, une tasse de café, un verre de lait, une bouteille de vin, un morceau de fromage. Vous voyez, on utilise de ou des apostrophes. Numéro 4. Ne confondez pas l'article partitif et l'article défini contracté. Regardez cette phrase. Le livre du professeur. Du, c'est de plus le. Le livre de le professeur. De le égale du. Le livre du professeur. Ici, du n'est pas un partitif, mais la préposition de suivie de l'article défini le. De le égale du. La chambre de la maison. De la n'est pas un partitif. La préposition de suivie de l'article défini. La chambre, la maison, la chambre de la maison. Comme vous le savez, les conjugaisons des verbes du premier et du deuxième groupe sont régulières, mais malheureusement, les conjugaisons des verbes du troisième groupe sont irrégulières, c'est-à-dire il n'y a pas de règle absolue. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup réfléchi afin de trouver des règles générales pour mieux comprendre. Voici les règles générales du troisième groupe. Numéro 1. En général, les verbes du troisième groupe se terminent par R, E, I, R, O, I, R. Comme par exemple, dire, lire, venir, sortir, voir, pouvoir. Numéro 2. Le verbe aller se termine par ER, mais ce n'est pas le verbe du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe et la conjugaison de ce verbe est totalement irrégulière. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Par exemple, je vais au cinéma. Ils vont à Paris. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Numéro 3. Regardez bien, voici les deux verbes les plus importants du troisième groupe. Être, avoir. Il faut vraiment pratiquer pour apprendre les conjugaisons de ces deux verbes. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'on doit savoir sur ces deux verbes. Numéro 4. Pour trouver le radical, il n'y a pas de règle absolue. Et le radical n'est pas le même pour toutes les personnes. Moi, personnellement, quand j'étais étudiante, j'avais l'habitude d'écrire la conjugaison de chaque verbe une dizaine de fois et de les répéter à haute voix. Numéro 5. Voici les terminaisons des verbes en DRE, comme par exemple le verbe prendre. Je prends, on ne prononce pas le D ni le S. Tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Vous voyez, le radical n'est pas le même pour toutes les personnes. Numéro 6. Voici les terminaisons des verbes en I, N, D, R, E, comme le verbe peindre. Je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Numéro 7. La plupart des verbes qui se terminent par IR
se conjuguent comme les verbes du premier groupe, comme par exemple ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Numéro 8. Voici les terminaisons des verbes en S, O, U, D, R, E, comme le verbe résoudre. Je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, ils résolvent. Numéro 9. Pour les verbes qui se terminent par OIR, il existe deux sortes de terminaisons. Voici les terminaisons des verbes comme pouvoir, vouloir. Et voici les terminaisons des verbes comme voir. Vous voyez, il existe deux sortes de terminaisons. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et maintenant, la conjugaison du verbe voir. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Dans la langue française, il existe trois temps du futur. Le futur proche, le futur simple et le futur antérieur. Aujourd'hui, on va voir le futur proche qui est un temps très proche du présent. Passé, présent, futur. Le futur proche montre une action très proche du présent. Ok, j'ai bien compris. Le futur proche est très proche du présent. Mais alors, comment former le futur proche qui est très proche du présent? C'est trop simple. Pour former le futur proche, on doit suivre cette règle. Sujet plus verbe aller plus infinitif. Donc, tout d'abord, on doit conjuguer le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et maintenant, on peut mettre l'infinitif. Je vais manger. C'est bientôt, alors je dis je vais manger et après je mange. Tu vas travailler. Il va faire du sport. Nous allons visiter Paris. Vous allez prendre le train. Ils vont téléphoner à leur grand-père. J'ai bien compris cette règle, mais quand et comment doit-on utiliser le futur proche? On emploie le futur proche dans trois situations. Premièrement, pour exprimer des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Par exemple, la semaine prochaine, je vais partir en voyage. Le mois prochain, nous allons déménager dans une nouvelle maison. Vous voyez, ce ne sont pas des événements très proches du présent, mais ce sont des projets qui vont sûrement se réaliser dans le futur. Deuxièmement, pour exprimer un événement immédiat, par exemple, attention, tu vas tomber. Ah, je suis très fatiguée, je vais me coucher. Ce sont des actions immédiates et très proches du présent. Et enfin, les voyants, c'est-à-dire les gens qui pensent pouvoir prédire l'avenir, utilisent le futur proche. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un de spécial. Tu vas avoir de la chance dans les prochains jours. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser. Comment transformer le futur proche à la forme négative? Pour transformer le futur proche à la forme négative, ne pas entoure le verbe aller. Je vais partir, je ne vais pas partir. Elle va étudier,
Elle ne va pas étudier. Nous allons manger. Nous n'allons pas manger. Ici, le verbe aller commence par une voyelle, donc ne devient un apostrophe. Nous n'allons pas manger. Jusqu'ici, j'ai compris la formation du futur proche, l'utilisation du futur proche et la forme négative du futur proche. Il me reste une seule question. La forme interrogative du futur proche. Pour former la forme interrogative du futur proche, nous avons trois possibilités. Numéro 1, on peut changer l'intonation. Par exemple, il va venir. Et maintenant, il va venir, vous allez partir. Vous allez partir, alors je change l'intonation, tout simplement. Numéro 2, on met « est-ce que » au début de la phrase. Par exemple, vous allez faire du sport. Et maintenant, est-ce que vous allez faire du sport? Vous voyez? C'est trop simple. Numéro 3, on inverse le sujet et le verbe aller. Par exemple, tu vas manger. Vas-tu manger? Vous allez travailler dans une entreprise. Allez-vous travailler dans une entreprise? Comme vous voyez, on inverse le sujet et le verbe aller en mettant un tiret entre les deux. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 7. 7 remarques importantes. Numéro 1. Pour indiquer le futur proche, nous pouvons utiliser ces expressions de temps. Ce soir, nous allons dîner chez des amis. Demain, ils vont jouer au football. La semaine prochaine, je vais commencer un nouveau projet. Le mois prochain, tu vas prendre des cours de danse. Ce week-end, elle va rendre visite à sa famille. Cet après-midi, il va faire ses valises. Ce lundi, on va organiser une réunion. Lundi prochain, ils vont aller au cinéma. Numéro 2. Dans le futur proche, si l'infinitif est un verbe pronominal qui a deux parties comme se réveiller, se coucher, s'asseoir, se brosser, se laver, on doit conjuguer la première partie et on garde la deuxième partie à l'infinitif. Par exemple, je vais se réveiller. Non, on doit dire je vais me réveiller. Tu vas se coucher. Non, tu vas te coucher. Nous allons s'asseoir. Non, nous allons nous asseoir. Vous allez se brosser les dents. Non, vous allez vous brosser les dents. Je vais se laver les mains. Non, je vais me laver les mains. Si tu ne connais pas encore les verbes pronominaux, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Numéro 3. Comme vous le savez, pour former le futur proche à la forme négative, on suit cette règle. Ne pas entoure le verbe aller. Marie va se coucher. Marie ne va pas se coucher. Mais quand on utilise ne aucun et ne personne, on doit suivre cette règle. Donc, aucun et personne viennent après l'infinitif. Par exemple, je ne vais acheter aucun livre. Nous n'allons voir aucun film ce soir. Ils ne vont voir personne au concert. Tu ne vas écouter personne pendant le cours. Vous voyez, dans ces phrases négatives, aucun et personne viennent après l'infinitif. Numéro 4. Regardez cette phrase. Tu vas étudier le français. Pour transformer cette phrase à la forme interrogative, on inverse le sujet et le verbe aller, comme ça. Vas-tu étudier le français?
Mais quand le sujet est il, elle, on doit ajouter un T entre le sujet et le verbe aller. Par exemple, va-t-il acheter une nouvelle voiture? Va-t-elle finir son devoir? Va-t-on venir à la fête ce soir? Vous voyez, c'est plus facile à prononcer. Va-t-il? Va-t-elle? Va-t-on? Numéro 5. Quand on veut aller quelque part dans le futur proche, on peut utiliser le verbe aller comme infinitif. Avoir deux verbes aller ensemble ne pose aucun problème. Par exemple, je vais aller au marché. Tu vas aller à la plage. Il va aller chez ses amis, tout simplement. Numéro 6. Regardez ce tableau. Ce sont des pronoms compléments. En, y, me, te, le, la, les, nous, vous, lui, leur. Si on doit ajouter ces pronoms dans une phrase au futur proche, on doit les mettre entre le verbe aller et l'infinitif. Par exemple, je vais y aller demain. Nous allons en parler plus tard. Il va te téléphoner ce soir. Elle va lui donner un cadeau. On arrive à la dernière remarque. Pour montrer une action dans le futur très proche, on peut utiliser cette expression. Être sur le point de plus infinitif. Cette expression indique que l'action est imminente, prête à se dérouler dans un instant. Par exemple, regarde, l'avion est sur le point de décoller, c'est-à-dire l'avion est prêt à quitter le sol. Le décollage de l'avion est imminent et va se produire dans un instant. Je suis sur le point de sortir. Elle est sur le point de pleurer, c'est-à-dire elle va pleurer très bientôt, dans un instant. Le passé récent, c'est un temps du passé qui est très proche du présent. Ok, j'ai bien compris, c'est très proche du présent. Mais alors, comment former une phrase au passé récent? Ne vous inquiétez pas, c'est trop simple. En fait, on doit suivre cette règle. Sujet plus venir, c'est-à-dire on doit conjuguer le verbe venir, plus de, plus verbe à l'infinitif. Mais j'ai pas bien compris cette formule. Vous pouvez me donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Je viens de déménager. Sujet plus venir plus de plus infinitif. Je n'ai pas faim. Je viens de manger. Sujet plus venir plus de plus infinitif. Ah, j'ai oublié la conjugaison du verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Et maintenant, comme toujours, quelques remarques très importantes. Numéro 1. Pour monter une action très proche du présent, on peut ajouter juste ou bien tout juste après le verbe venir. Je viens de déménager. Je viens juste de déménager. Je viens tout juste de déménager. Je viens de manger. Je viens juste de manger. Je viens tout juste de manger. Numéro 2. On peut ajouter à l'instant à la fin de la phrase. C'est aussi pour monter une action très proche du présent. Elle vient de se réveiller. Elle vient de se réveiller à l'instant, c'est-à-dire c'est très proche du présent. Numéro 3. Pour raconter une histoire dans le passé, on peut employer le passé récent plus quand plus passé composé. Mais pour cette formule, on doit conjuguer le verbe venir à l'imparfait. Voici un exemple. Je venais de terminer mes devoirs quand il est arrivé. Ici, on a le passé récent, mais le verbe venir à l'imparfait. Et après, il y a le mot quand.
Ensuite, le passé composé. Donc, on raconte une histoire avec deux actions. Terminer les devoirs qui est très proche de l'action d'arriver. La dernière question. Comment mettre le passé récent à la forme négative? La forme négative du passé récent n'est pas très utilisée, mais pour le faire, ne pas entoure le verbe venir. Par exemple, ils viennent d'arriver. Ils ne viennent pas d'arriver, mais c'est vraiment très rare de parler comme ça. Les pronoms possessifs, ce sont les mots qui remplacent un nom déjà cité pour éviter la répétition et s'accordent en genre et en nombre. Mais comment? On va les voir. C'est mon livre. À la place de mon livre, on peut dire le mien. C'est le mien, c'est-à-dire c'est à moi. C'est ma maison. À la place de ma maison, on peut dire la mienne, c'est la mienne. Ce sont mes livres. À la place de mes livres, on peut dire les miens. Ce sont les miens. Ce sont mes maisons. À la place de mes maisons, on peut dire les miennes. Ce sont les miennes. Donc, pour moi, pour le pronom je, on a le mien pour les noms masculins singuliers, la mienne pour les noms féminins singuliers, les miens pour les noms masculins pluriels, les miennes pour les noms féminins pluriels. Et maintenant, pour toi, le pronom tu. C'est ton livre. C'est le tien. C'est ta maison. C'est la tienne. Ce sont tes livres. Ce sont les tiens. Ce sont tes maisons. Ce sont les tiennes. C'est son livre. Il ou elle, peu importe. On doit dire c'est le sien. C'est sa maison. C'est la sienne. Ce sont ses livres. Ce sont les siens. Ce sont ses maisons. Ce sont les siennes. On arrive à nous. C'est notre livre. C'est le nôtre. C'est notre maison. C'est la nôtre. Ce sont nos livres. Ce sont les nôtres. Ce sont nos maisons. Ce sont les nôtres. C'est identique. Mais attention aux accents circonflexes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Et maintenant, pour vous, c'est votre livre. C'est le vôtre. C'est votre maison. C'est la vôtre. Ce sont vos livres. Ce sont les vôtres. Ce sont vos maisons. Ce sont les vôtres. C'est identique. Attention aux accents circonflexes, ok? Pour il ou bien elle, pluriel. C'est leur livre. C'est le leur. C'est leur maison. C'est la leur. Ce sont leurs livres. Ce sont les leurs. Ce sont leurs maisons. Ce sont les leurs. C'est identique. Et maintenant, on révise les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur, avec S. Les pronoms possessifs. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens, les siennes. Le nôtre, la nôtre,
les nôtres, les nôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Le leur, la leur, les leurs, les leurs. Pour mieux comprendre, je vous donne quelques exemples. Ce n'est pas mon stylo, c'est ton stylo. Pour éviter la répétition stylo, stylo, on peut employer les pronoms possessifs. Donc, à la place de ton stylo, on peut dire le tien. Stylo est un nom masculin singulier. Le tien. Ce n'est pas mon stylo, c'est le tien. Son école est loin de mon école. École est un nom féminin singulier. Donc, à la place de mon école, on peut dire la mienne. Son école est loin de la mienne. Je lui ai donné mon adresse et il m'a donné son adresse. Adresse est un nom féminin singulier. Donc, pour éviter la répétition adresse, adresse, on peut dire je lui ai donné mon adresse et il m'a donné la sienne. Son adresse, la sienne. Mon écharpe est bleue, mais la vôtre est rose. La vôtre, c'est-à-dire votre écharpe. Écharpe est un nom féminin singulier. Mes amis sont français, mais les leurs sont portugais. Les leurs, c'est-à-dire leurs amis. Et maintenant, une remarque très importante. Essayez de mémoriser ces formules. De, le, égale du. De, la, égale de la. Pas de changement. De, les, égale des. À, le, égale au. À, la, égale à la. Pas de changement. À, les, égale au avec X. Mais ça sert à quoi? Regardez cette phrase. Benoît n'a pas de clé. Il a besoin de tes clés. Pour éviter la répétition, on peut mettre les tiennes à la place de tes clés. Il a besoin de les tiennes. Mais d'après cette formule, de, les égale des. Donc, on doit dire Benoît n'a pas de clé. Il a besoin des tiennes. Tu as parlé à ton père, mais moi, je n'ai pas parlé à mon père. À la place de mon père, on peut dire le mien. Je n'ai pas parlé à le mien. À, le égale au. Donc, tu as parlé à ton père, mais moi, je n'ai pas parlé au mien. Dans la langue française, certains verbes sont impersonnels. Il y a, il faut, il reste, il manque. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique toutes les remarques. En général, on emploie les pronoms personnels pour conjuguer un verbe. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Mais dans la langue française, il existe des verbes impersonnels qui se conjuguent uniquement avec le pronom il. Il faut, il y a, il reste, mais il ne représente rien ni personne. Il fait froid, il ne représente rien ni personne. Pour mieux comprendre, on pose cette question. Il fait froid. Qui fait froid? Personne. Donc ici, le verbe faire est impersonnel. Mais attention, il existe deux types de verbes impersonnels. Voici le premier. Les verbes essentiellement impersonnels, c'est-à-dire les verbes qui sont toujours impersonnels. Je vous donne quelques exemples. Le verbe falloir, c'est un verbe qui est toujours impersonnel et on le conjugue uniquement avec il. Il faut faire attention. Il faut que tu sortes les poubelles. Les verbes de la météo se conjuguent toujours avec il. Il pleut, le verbe pleuvoir. Il neige, le verbe neiger. Il grêle, le verbe grêler. Il vente, le verbe vanter. Il tonne, le verbe tonner.
Il pleut. Qui pleut? Personne. Il neige. Qui neige? Personne. Ce sont les verbes impersonnels. Voici le deuxième. Les verbes occasionnellement impersonnels, c'est-à-dire ils peuvent être personnels et parfois impersonnels, comme les verbes être, avoir, faire, rester, arriver, paraître, sembler, suffire. Voici quelques exemples. Le verbe être. Benoît est à Lyon. Qui est à Lyon? Benoît. Il est à Lyon. Donc ici, le verbe être est personnel. Il est midi. Qui est midi? Personne. Donc ici, le verbe être est impersonnel. Il est midi. Il est minuit. Il est 2 heures. C'est un verbe impersonnel. Quand le verbe avoir est impersonnel, on a il y a. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a beaucoup de monde. J'ai voyagé à Paris il y a 5 ans. Dans cette phrase, le verbe avoir est impersonnel et les il ne représente rien ni personne. Le verbe rester. Ma fille reste à la maison. Qui reste à la maison? Ma fille. Donc, le verbe est personnel. Il reste encore une part de pizza. Qui reste? Personne. Ici, le verbe est impersonnel. Et maintenant, le verbe arriver. J'arrive tout de suite. Qui arrive? Moi. J'arrive tout de suite. Ici, le verbe arriver est personnel. Dans cette maison, il arrive des choses incroyables. Qui arrive? Personne. Ici, le verbe arriver est impersonnel. Regardez ce livre. Regardez ces clés. Ce sont des adjectifs démonstratifs, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Les adjectifs démonstratifs servent à indiquer ou bien à montrer une personne ou un objet. En général, dans la langue française, il existe 4 adjectifs démonstratifs. Ce, cette avec 2 T, c'est avec S. Ce plus nom masculin singulier qui commence par une consonne. Le livre. Regardez ce livre. Livre est un nom masculin singulier qui commence par une consonne. Donc, pour indiquer ou bien montrer, on doit utiliser ce. Regardez ce livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Regardez ce stylo. Ce plus nom masculin singulier qui commence par une consonne. C'est avec un seul T plus nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. Ordinateur est un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Donc, regardez cet ordinateur. On ne doit pas dire cet ordinateur. Non, c'est difficile à prononcer. On dit cet ordinateur. On fait la liaison et c'est plus facile à prononcer. Un autre exemple. Regardez bien. C'est un hôtel. Hôtel est un nom masculin singulier qui commence par un H muet. Donc, on doit dire cet hôtel. On ne dit pas ce hôtel. Non. Cet hôtel, c'est plus facile à prononcer. C'est avec 2 T plus nom féminin singulier. Commencez par une voyelle ou par une consonne, peu importe. Devant les noms féminins singuliers, on emploie cette avec 2 T. Cette maison, cette voiture, cette orange, cette écharpe, cette heure. Maison, voiture, orange, écharpe, heure. Ce sont des mots féminins singuliers, donc on emploie cette avec 2 T. C'est avec S plus nom pluriel, masculin, féminin, commencé par une voyelle ou une consonne, peu importe. Devant les noms pluriels, on emploie C, C-E-S. Par exemple, ces livres,
ces maisons, ces ordinateurs, ces histoires. Vous voyez, devant les noms pluriels, on emploie ces, C-E-S. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 5. Numéro 1. Dans certaines langues, comme la langue anglaise, on utilise des adjectifs démonstratifs différents pour les objets éloignés et proches, comme ces mots. Mais ce n'est pas le cas en français. Regardez bien. Il regarde cette pomme qui est plus proche et maintenant, il regarde cette pomme qui est plus éloignée. Pour toutes les deux, on dit cette. Mais pour être plus précis, on peut dire cette pomme-ci, cette pomme-là, ok? Numéro 2. Regardez cette règle. C'est plus nom pluriel, on ne prononce pas le S. Mais quand le nom pluriel commence par une voyelle ou un H muet, on doit faire la liaison. Ces livres, on ne prononce pas le S. Et maintenant, ces ordinateurs, on fait la liaison et le S se prononce Z. Ces ordinateurs, ces hommes, ces enfants, on fait la liaison. Numéro 3. Ne confondez pas ces deux adjectifs. Cette, cette. Cette avec un seul T plus nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet. Cet homme, cet appartement, cet objet, mais cet avec deux T plus nom féminin singulier. Cette maison, cette hache, cette voiture, ne les confondez pas, ok? Numéro 4. Regardez bien, ces deux mots n'existent pas dans la langue française. Pour les noms pluriels, on emploie toujours C, C-E-S. Numéro 5. Regardez ces trois objets. Lunettes, pantalon, ciseaux. Lunette est un nom pluriel, donc je porte ces lunettes. Pantalon est un nom masculin singulier. Il a acheté ce pantalon. Et enfin, ciseaux est un nom pluriel. Elle découpe avec ses ciseaux. Donc, ses lunettes, ce pantalon, ses ciseaux. Hier, j'ai rangé ma chambre et ensuite, je suis allée à mon bureau. Installez-vous bien, on va apprendre le passé composé pour parler des actions dans le passé. Mais c'est quoi le passé composé? Le passé composé est un temps très utilisé pour parler des actions terminées dans le passé. J'ai rangé ma chambre. Je suis allée à mon bureau. Elle a vendu sa voiture. Vous voyez, ce sont des actions terminées dans le passé. Et alors, comment conjuguer les verbes français au passé composé? Le passé composé est un temps composé. Il se forme avec l'auxiliaire être ou bien avoir plus participe passé du verbe principal. Pour apprendre la conjugaison des verbes être et avoir, je vous propose de regarder cette vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. J'ai pas bien compris cette formule. Tu peux me donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Il a acheté une maison. Sujet plus l'auxiliaire avoir plus participe passé du verbe principal, c'est-à-dire le verbe acheter. Elle est partie en vacances. Sujet plus l'auxiliaire être plus participe passé du verbe partir. Donc, on doit mettre le sujet. Ensuite, on conjugue les auxiliaires être ou bien avoir. Et après, on met le participe passé du verbe principal. Le participe passé, mais comment former le participe passé d'un verbe? Ne t'inquiète pas, c'est trop simple. Pour les verbes qui se terminent par ER,
on doit supprimer ER en mettant E accent aigu. Par exemple, chanter, chanter avec E accent aigu. Travailler, travailler. Aller, aller. Mais pour les verbes qui se terminent par IR, on doit supprimer le R, tout simplement. Finir, fini. Choisir, choisi. Partir, parti. Sortir, sorti. Et enfin, les verbes qui se terminent par RE. On doit supprimer RE en mettant le U à la fin. Vendre, vendu. Attendre, attendu. Mais attention, les participes passés de certains verbes sont irréguliers. Il faut les apprendre par cœur. Regardez bien. Voici les participes passés irréguliers des verbes les plus utilisés. Essayez de les mémoriser. Être, était. Avoir, eu. Faire, fait. Dire, dit. Lire, lu. Voir, vu. Boire, bu. Savoir, su. Naître, né. Mourir, mort. Mettre, mis. Venir, venu. Tenir, tenu. Prendre, pris. Ouvrir, ouvert. Hier, j'ai vu un film à la télé. Sujet plus avoir plus participe passé du verbe voir. Elle a fait son choix en 10 minutes. Sujet plus avoir plus participe passé du verbe faire. Il est allé à la piscine la semaine dernière. Sujet plus être plus participe passé du verbe aller. Et maintenant, c'est clair? Oui, c'est clair, mais comment choisir les auxiliaires? Être ou bien avoir? L'auxiliaire être s'utilise avec les verbes qui expriment un mouvement ou bien un changement d'état, comme par exemple entrer, sortir, monter, descendre, aller, venir, naître, mourir, arriver, partir, passer, rester, retourner, tomber. Ma grand-mère est née en 1950. Il est resté chez lui. Je suis tombée de mon lit. Nous sommes partis en Italie. Vous voyez, pour les verbes comme naître, rester, tomber, partir, on doit choisir l'auxiliaire être. Et maintenant, deux remarques très importantes. Numéro 1. Quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Regardez bien. Il est allé au cinéma. Elle est allée au cinéma. Ils sont allés au cinéma. Elles sont allées au cinéma. Vous voyez, l'auxiliaire est le verbe être, donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Numéro 2. Certains verbes se conjuguent avec tous les deux auxiliaires, être et avoir, comme les verbes sortir, monter, descendre, retourner, passer. Je vous explique avec quelques exemples. Je suis sortie de la maison. J'ai sorti les poubelles. Quand je dis je suis sortie, je parle de moi-même. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire être. Je suis sortie. Je suis sortie de la maison. Mais quand je dis j'ai sorti les poubelles, le verbe sortir est suivi d'un complément d'objet direct. Sortir quelque chose, sortir les poubelles. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire avoir. J'ai sorti les poubelles. J'ai sorti le chien. Je suis rentrée à la maison. C'est moi-même l'auxiliaire être. J'ai rentré la voiture.
rentrer quelque chose, l'auxiliaire avoir. Je suis monté dans la voiture, c'est moi-même, l'auxiliaire être. J'ai monté les valises, monter quelque chose, l'auxiliaire avoir. J'ai bien compris. La dernière question, comment mettre le passé composé à la forme négative? Ne, pas, ne, jamais, ne, plus entoure les auxiliaires être et avoir. On doit suivre cette règle. Sujet plus non plus être, avoir plus pas, jamais, plus participe passé. Il est venu ici. Il n'est pas venu ici. Il n'est jamais venu ici. Tu as mangé ta pomme. Tu n'as pas mangé ta pomme. Tout simplement. Aller à, habiter à, venir de, mais devant les noms de villes et de pays, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on va voir les prépositions devant les noms de villes. Aller à, habiter à, plus nom de ville. Je vais à Paris. J'habite à Londres. Venir de, plus nom de ville. Je viens de Paris. Je viens de Londres. Et maintenant, les prépositions devant les noms de pays. Mais avant tout, il faut savoir si les noms de pays sont féminins ou bien masculins. Dans cette vidéo, on a déjà appris comment savoir si un mot est féminin ou bien masculin. Je vous laisse le lien dans la description. En général, il y a des pays masculins, féminins et pluriels. Je vous donne quelques exemples. Les pays masculins comme le Canada, le Japon, le Portugal, le Brésil. Les pays féminins comme la France, la Belgique, la Turquie, la Russie. Les pays pluriels comme les États-Unis, les Pays-Bas, les Philippines, les Émirats arabes. Et maintenant, on va voir les règles. Numéro 1, les pays masculins. Aller, habiter, plus au, plus pays masculin. Je vais au Canada. J'habite au Japon. Venir, plus du, plus pays masculin. Je viens du Canada. Je viens du Japon. Numéro 2. Les pays féminins. Aller, habiter, plus en, plus pays féminin. Je vais en France. J'habite en Belgique. Venir, plus de, plus pays féminin. Je viens de France. Je viens de Belgique. Numéro 3. Les pays pluriels. Aller, habiter, plus au avec X, plus pays pluriel. Je vais aux États-Unis. J'habite aux Pays-Bas. Venir, plus des, plus pays pluriel. Je viens des États-Unis. Je viens des Pays-Bas. Voici une remarque très importante. Quand le nom d'un pays commence par une voyelle, on doit employer les prépositions en et des apostrophes. L'Italie, l'Iran, l'Allemagne, l'Espagne, ce sont les pays féminins ou masculins, peu importe. On emploie les prépositions en et des apostrophes. Je vais en Allemagne. Je viens d'Allemagne. J'habite en Iran. Je viens d'Iran. Je vais en Italie. Je viens d'Italie. Dans la langue française, cette lettre ne se prononce pas. Homme, on ne doit pas dire homme. Héros,
on ne doit pas dire héros. Mais pour faire la liaison et l'élision, le H a un rôle très important. On va voir les deux types de H en français. H muet, H inspiré. Deux types de H, comment ça? Pour mieux comprendre, je vous présente une règle générale. On considère le H muet comme une voyelle. On considère le H aspiré comme une consonne. C'est très important de les mémoriser. H muet, voyelle. H aspiré, consonne. Et alors, quelle est la différence entre ces deux H? Premièrement, quand on a le H muet, on fait l'élision comme les voyelles. Le ami, l'ami. Le homme, l'homme. C'est comme les voyelles. Mais quand on a le H aspiré, c'est comme les consonnes. On ne doit pas faire l'élision. Le livre, le haricot. On ne doit pas dire l'haricot. Non, c'est comme les consonnes. Le haricot. J'ai bien compris. Mais c'est quoi la deuxième? Voici la deuxième. Quand on a le H muet, on doit faire la liaison, comme les voyelles. Les amis, les hommes, on fait la liaison. Mais quand on a le H aspiré, on ne doit pas faire la liaison. C'est comme les consonnes. Les livres, les haricots. On ne doit pas dire les haricots. Non, c'est comme les consonnes. Les haricots. Jusqu'ici, c'est clair, mais comment savoir si un mot commence avec un H muet ou un H aspiré? Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue, mais heureusement, je vous ai déjà préparé une liste de mots utilisés qui commencent avec ces deux H. Le H muet, l'heure, l'hôpital, l'homme, l'herbe, l'histoire, l'hiver, l'huile, l'horloge, l'hypothèse, l'habit, l'habitude, l'hirondelle, l'humain, la laine. Le H aspiré, la honte, le hibou, le haricot, le héros, la haine, le hasard, la hauteur, la harpe, la hache, le hamburger, le haut. On ne doit pas dire par exemple en haut. Non, c'est interdit de faire la liaison. En haut. Et dans le dictionnaire, comment savoir si le H est muet ou aspiré? Si le mot est commencé avec le H aspiré, il y a un astérisque avant le H. Mais s'il n'y a pas d'astérisque, c'est le H muet, tout simplement. Et maintenant, un tout petit exercice. Mon grand-père avait habitude de couper du bois avec H. A, B, C ou bien D. Réfléchissez et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Pour finir, je vous propose de regarder cette vidéo sur les lettres muettes dans la langue française. C'est une vidéo très intéressante et bien utile. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.